à toutes et à tous, bienvenue dans Rencontre. Aujourd'hui, nous allons revenir sur les activités diplomatiques chinoises durant le premier semestre de l'année 2019. Le président chinois a eu un agenda très chargé et aujourd'hui, nous allons discuter des enjeux de ces nombreuses visites officielles avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui sur notre plateau deux invités. Monsieur Wu Zhexian, vous êtes ancien diplomate, et Monsieur Xu Tiebing, vous êtes expert en relations internationales, professeur à l'Université de communication de Chine. Bienvenue sur notre plateau. Alors, on voit qu'au début de l'année, le président chinois Xi Jinping a effectué une tournée en Europe, respectivement en Italie, à Monaco et en France. Et maintenant, on a un peu de recul. Comment évaluez-vous le résultat de cette tournée, Monsieur Xu? Moi, je pense l'essentiellement, c'est qu'on se trouve à une période où l'incertitude règne de plus en plus quelque part dans le monde. C'est justement là, à cette période-là, c'est que la visite d'un dirigeant, d'un haut dirigeant chinois en Europe, montre surtout une coopération dans le domaine de la gouvernance mondiale et dans la continuité de multilatérisme. Et surtout, par exemple, face à certaines vagues nationalistes, populistes, notamment aux États-Unis, et que l'Europe et la Chine ont trouvé certains points d'intérêt communs, notamment, je pense, affichés par la visite du président Xi Jinping. Et deuxièmement, je pense qu'à part, disons, le thème multilatérisme, c'est que les relations bilatérales entre la Chine et l'Europe, qu'on voit surtout la signature, je dirais, de l'engagement de l'Italie sur la ceinture de la route de soie terrestre et maritime, montre un certain avancement dans ce domaine. Et enfin, je pense que sur les relations bilatérales entre Chine et France, mais aussi Italie, on voit aussi certains avancements, notamment qu'on le sait en Europe ici et là, c'est que la ligne actuelle est contestée aussi à l'intérieur, notamment à Paris. Et quel est votre constat? Bon, c'était une tournée tout à fait réussie. En fait, le président Xi visite l'Europe chaque année, parce que la Chine attache beaucoup d'importance à ses relations avec l'Europe. Cette année, il s'agit donc de l'Italie, de la France et de Monaco. Bon, pour l'Italie, ça faisait déjà 10 ans que le chef d'État chinois n'avait pas visité. Donc il était temps. Pour la France, ça faisait 5 ans quand même. Il y a 5 ans, c'était à l'occasion du 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Et cette année, c'est 55e. Donc c'est une occasion à honorer. Bon. Et puis Monaco, c'est un petit État, mais un État qui attache beaucoup d'amitié à la Chine. Le prince Régnier a déjà visité, le prince Albert a déjà visité 10 fois la Chine. Donc il était temps aussi que le président Xi rend une visite de retour à Monaco. Bon, les 3 visites ont été couronnées de succès. Le président Xi a été partout l'objet d'un accueil très chaleureux. La Chine et l'Italie ont publié une déclaration commune pour promouvoir davantage le partenariat stratégique global entre la Chine et l'Italie. Avec la France, on a publié aussi une déclaration commune qui est centrée sur la défense du multilatéralisme et l'amélioration de la gouvernance mondiale. Vous voyez, ce sont 2 pays membres permanents du Conseil de sécurité. Donc les 2 pays ont la responsabilité de s'occuper des dossiers d'importance internationale. Mais selon vous, quelles seront les perspectives pour la relation sino-européenne? Parce qu'on voit quand même qu'il y a des sujets assez compliqués, comme mentionnait M. Xu. L'Italie, cette fois, a signé l'initiative Ceinture et Route avec la Chine, mais pas la France. Et donc, il y a des doutes si cette initiative va en quelque sorte diviser l'Europe. Mais en même temps, M. Xu a aussi mentionné que l'Europe et la Chine sont sur le même front contre l'unilatéralisme et le protectionnisme. Donc, quel est votre point de vue sur l'avenir de cette relation? Bon, vous avez mentionné
certains bruits qui craignent que voilà, ceinture route divise l'Europe. Non, cela ne correspond pas du tout à la réalité. Bon, ceinture route, c'est une initiative qui accueille tout le monde, qui favorise surtout la connectivité des infrastructures. Voilà, bien sûr, ça s'étend ensuite à la coopération dans d'autres domaines économiques. Mais en aucun cas, ça ne divise pas l'Europe. D'ailleurs, l'Europe accueille favorablement, y compris la France. Alors, dès le début, la France est pays membre, un pays fondateur de la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. De même que l'Allemagne et l'Angleterre et pratiquement tous les principaux pays européens sont membres fondateurs de cette banque qui a été créée dans le cadre de ceinture route. Voilà. D'ailleurs, le président Macron a manifesté à maintes reprises la volonté de la France de connecter l'initiative chinoise ceinture route et la stratégie de l'Union européenne de faire la connexion des infrastructures entre l'Europe et l'Asie. Donc, c'est aussi la position de l'Allemagne. Hein. Madame Merkel a dit la même chose. Voilà. D'ailleurs, au mois d'avril, lors de la rencontre annuelle entre les dirigeants sino-européens, voilà, les deux parties ont publié aussi un document commun, une déclaration commune, et dans laquelle les deux parties ont dit ceci. Voilà, la Chine et l'Europe continueront à promouvoir la connexion de l'initiative ceinture route et la stratégie, voilà, de relier les infrastructures entre l'Europe et l'Asie, voilà, une stratégie européenne de l'Union européenne. Donc vous voyez, l'accueil est plutôt favorable, D'ailleurs, vous savez, voilà. Et quel est votre avis Moi, je pense premièrement, c'est que l'Europe se trouve dans une période très critique. Après Brexit, qu'on le sait, c'est que l'Europe de nouveau se rétrécisse. Et à l'intérieur, on voit qu'ici et là, il y a des contestations. C'est que même si, par exemple, cette fois-ci, dans l'élection, disons, de parlementaires européennes, c'est que le populisme n'a pas su gagner une proportion si élevée comme certains prévus, mais tout de même, c'est que les condominants, c'est-à-dire classiques, gauche-droite, aient perdu une certaine contrôle absolu, comme dans les passés. On voit bien la difficulté d'élire un président de l'Union européenne. Mais est-ce que vous pensez que l'Europe étant elle-même divisée et donc ça porte un peu d'influence sur la relation entre la Chine et l'Europe? Bien sûr. L'importance, premièrement, c'est que cette fois-ci, la visite du chef d'État chinois montre le soutien de la Chine pour la cause européenne à long terme, premier. Et deuxièmement, c'est aussi, moi je pense que c'est adaptation, même si cette adaptation de la diplomatie chinoise n'est pas tout à fait, je dirais, partagée, acceptée par les Européens, dans le sens que, par exemple, le dialogue entre 17 plus 1, c'est-à-dire avec les pays central-orientaux de l'Europe, constitue une plateforme dans les relations sino-européennes, et qu'on le sait, ça fait bien sûr par le fait qu'il y a une sorte de perte de privilégiés de piliers Pékin-Berlin, Pékin-Paris, et qu'on a récemment plusieurs discussions avec le haut dirigeant, disons, de chercheurs européens sur, je dirais, soi-disant la division, etc. Nous, moi je le dis, en fait, c'est que c'est plutôt une adaptation sur la diversité, sur la pluralité au sein de l'Union européenne. Et finalement, c'est que les renforcements des relations entre la Chine et l'Europe orientale et centrale va augmenter leur autonomie, leur capacité, et à long terme, ça facilite l'intégration de l'Union européenne. Tout à fait, j'aimerais bien ajouter une phrase, c'est qu'en effet, comme le professeur Xu a dit, la Chine souhaite toujours voir une Europe unie, forte, qui joue son rôle d'un pôle important dans le monde, pour équilibrer justement les rapports de force du monde.
Dans le rapport de la force, on voit il y a aussi une visite très importante du président Xi Jinping en Russie. En fait, cette fois, les deux pays ont décidé de lever leurs relations au niveau d'un partenariat, je cite, stratégique, global et de coordination pour une nouvelle ère. En fait, cette appellation est assez particulière, surtout ce terme de nouvelle ère. En fait, comment expliquez-vous qu'est-ce que ça veut dire, cette nouvelle ère? Nouvelle ère parce que, bon, la Chine et la Russie ont établi les relations diplomatiques il y a 70 ans. Alors, 70 ans, ben, cette année, ça marque justement l'anniversaire. Alors, en même temps, durant toute cette période, les deux pays ont connu certainement quelques problèmes pendant certaines périodes, mais là, on se trouve justement dans une période qu'on ne peut plus satisfaisante. Voilà, c'est une période tout à fait remarquable où se trouvent les deux pays dans leurs relations. L'année dernière, les échanges commerciaux entre les deux pays ont dépassé 100 milliards de dollars. Et il est question pour aujourd'hui, pour les deux pays, de doubler. Vous voyez l'ambition. Voilà. D'ailleurs, lors de cette visite, une trentaine de documents de coopération ont été signés. Et en ce moment, face à cette remontée de protectionnisme, de l'unilatéralisme, voilà, les deux pays ont cette responsabilité de défendre justement le multilatéralisme. Alors, c'est pour cette raison, je crois, que voilà, les deux chefs d'État ont décidé de élever les relations de partenariat stratégique de coopération à un partenariat de nouvelle ère, c'est-à-dire pour répondre aux nouvelles exigences de notre époque. Et quel est votre avis? On entend souvent que la Chine dit qu'elle ne pratique pas la politique d'alignement, la politique d'alliance, la politique de bloc. Qu'est-ce qu'on a comme un substituant pour remplacer, disons, une stratégie d'alliance classique? Alors on privilège depuis 20 ans environ ce terme à la fois banal, mais plutôt magique, dans le sens de partenariat. Et allons, disons, 2 décennies se sont écoulées. Ce qu'on a vu, c'est qu'aujourd'hui, ce que je qualifie une sorte de partenariat échelonné. C'est-à-dire qu'on voit, il y a les partenaires, disons, d'amitié, coopération classique, et un partenariat stratégique, comme monsieur vous avez bien mentionné, il y a des partenariats stratégiques, global, général, qui touchent tous les aspects, et bien sûr maintenant on voit, selon le degré de relation qu'on a inventé, tout à fait raison, logiquement, le partenariat de nouvelle ère. C'est là que la signification entre les relations Chine et Russie. Premier et deuxièmement, moi je pense qu'à long terme, quand on l'observait, c'est que les relations au XVIIe siècle, quand l'empire mandchou, quand l'empire Qing et l'empire tsariste avaient rencontré pour la première fois, l'histoire entre les deux pays disons, ne manque pas de heurts et de conflits. Et souvent, c'est toujours un fort, un faible. Et aujourd'hui, après, disons, d'évolution, disons, à long terme, c'est qu'il y a un changement, je dirais, du rang du point de vue force. Dans ce cas-là, ce qu'on a vu, c'est que la Chine, d'une part, de nouveau, c'est qu'elle ne pratique pas, je dirais, une sorte de politique de substituant et on devient dominant comme auparavant. Non, c'est simplement comme auparavant, grand frère, petit frère, etc. Non, maintenant, on cherche plutôt ce bon voisinage, égalité. C'est là que l'importance, et surtout, je pense que souvent, on mentionne relation Chine, c'est plutôt géopolitique, stratégique, diplomatique, militaire. Bon, bien sûr, ça existe, mais plus important aujourd'hui, à l'ère, disons, de la globalisation, c'est que dire, on renforce aussi des coopérations dans le domaine, disons, énergétique, économique, comme monsieur vous avez bien mentionné, une série de secteurs qu'on constitue aujourd'hui, je pense, les domaines de coopération privilégiés entre Pékin et Moscou. Là aussi, j'aimerais bien ajouter une phrase, c'est que le professeur Xu a bien expliqué cet aspect d'alliance ou partenariat avec
la Russie aujourd'hui... Oui, c'est vrai, quelle est la différence on a bien établi un partenariat basé sur un principe très clair. Pas d'alliance, pas de confrontation et non dirigé contre aucune partie tierce. Ça, c'est très clairement exprimé dans les documents officiels renouant les relations de nouveaux types entre la Russie et la Chine. Vous savez, l'alliance, c'est une notion, ça rappelle tout de suite l'alliance atlantique. C'est une notion de l'époque de la guerre froide, de l'époque de la confrontation idéologique. Vous savez, aujourd'hui, la diplomatie chinoise rejette complètement la notion de confrontation idéologique. Nous développons nos relations de coopération amicale avec tous les pays du monde, quel que soit leur régime social ou politique. D'accord? Donc avec la Russie, c'est la même chose. Et la réalité prouve que c'est très bien. C'est très bien. D'ailleurs, ce n'est pas simplement un principe qui régit les relations sino-russes. C'est le principe qui est valable pour les autres relations que la Chine entretienne avec d'autres partenaires. C'est vrai, c'est des caractéristiques très chinois qu'on va revenir un peu plus tard, peut-être dans notre émission. Mais on va ensuite voir un peu, après cette visite en Russie, il y a la visite du président chinois en RBTC. Et on remarque que cette fois, le président chinois a vraiment reçu un accueil très, je dirais, exceptionnel. Moi, j'ai l'impression que ça ressemble à une sorte de cérémonie d'ouverture d'un grand événement. Je ne sais pas si vous avez la même impression. Donc, que peut-on dire aujourd'hui sur la relation entre la Chine et la RBDC, monsieur Wu? Bon, ben, vous savez, la Corée du Nord, c'est un pays voisin très proche. Au début des années 50 du siècle dernier, il y a eu la guerre de la Corée. La Chine a envoyé des volontaires. Donc, cette amitié entre la Chine et la Corée du Nord est une amitié faite de sang. D'accord? Bon, les relations entre les deux pays, en fait, traditionnellement, sont toujours très étroites. Le premier dirigeant de la Corée du Nord a visité la Chine quelques dizaines de fois. Le deuxième, c'est-à-dire le président, a visité la Chine 7 ou 8 fois. Donc l'actuel dirigeant a visité la Chine déjà 4 fois, en peu de temps. Oui, en plus, Alors, ouais. Tandis que les dirigeants chinois, les personnalités bien connues, Zhou Enlai, Deng Xiaoping et Liu Shaoqi, l'ancien président de la Chine, ont tous visité la Corée du Nord. Bon, le président Xi lui-même, lorsqu'il était vice-président, il avait déjà visité la Corée. Donc il n'est pas étonnant que la Corée du Nord réserve un accueil extrêmement chaleureux au président Xi, cette fois-ci, en tant que président. Donc c'est tout à fait normal. Alors, cela montre justement cette excellence des relations entre les deux pays. Mais je voudrais savoir quelle influence cette relation entre la Chine et la RBDC va influencer la situation sur la péninsule coréenne, qui est quelque chose qui attire beaucoup d'attention du monde entier. On voit quand même qu'il y a beaucoup de changements ces derniers temps. Non seulement il y a des visites très intenses respectives entre la Chine et la RBDC, mais aussi des rencontres entre le dirigeant de la RBDC et le président des États-Unis aussi. Donc comment voyez-vous l'avenir de cette question sur la péninsule coréenne? C'est un pays assez particulier avec bien sûr ses traditions de gouvernance, mais aussi ses caractères. Je pense par exemple en tant qu'observateur qu'on y voit, c'est que la Corée du Nord, les deux tâches, disons, primordiales, sécurité et développement. Sécurité parce que on s'applique tout de suite, on implique tout de suite un dossier nucléaire. Après plusieurs, disons, bras de fer avec Washington et finalement avec aussi le bon office de la Chine, c'est que Corée et les États-Unis ont commencé des dialogues directs, face à face. Bien que pour le moment, ce n'est pas encore le résultat concret. Au moins, je pense que ça évite l'escalade du conflit.
On se souvient par exemple 15 ans en avant, n'est-ce pas, c'est la Chine a lancé des plateformes de négociation à 6 parties. Ça facilite finalement, c'est-à-dire la Corée puisse discuter et essayer de trouver la solution pour ses préoccupations sécuritaires. Et pour nous, bien sûr, on a tout de même, tout le monde est d'accord sur ce long objectif de dénucléarisation de la péninsule. Bon, c'est correspond aux intérêts de tous. Et deuxièmement, c'est bien sûr c'est le développement. Bien sûr, qu'on le voit depuis le père et jusqu'à maintenant le troisième génération, qu'on y voit, il y a plusieurs tentatives de faire des efforts, bien que le résultat n'est pas encore, je dirais, à la hauteur, mais au moins qu'on le voit une certaine, je dirais, logique dans, je dirais, une logique, disons, tout à fait raisonnable dans le développement socio-économique, qui constitue tout de même un des soucis, je dirais, un des soucis majeurs pour la capitale Pyongyang. On peut dire qu'on est sur la bonne voie, c'est ça? Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que apparemment le processus se trouve dans une période qui va plutôt dans un bon sens. Voilà, il y a eu des difficultés, il y a eu des rebondissements, heureux ou malheureux, mais là, la dernière rencontre entre les deux dirigeants, nord-coréens et américains, était plutôt encourageante. Mais on espère bien que ça continue. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a bien utilisé le mot, premièrement, accueillir favorablement cette rencontre, deuxièmement, soutenir les efforts des deux parties visant à poursuivre le dialogue. Pour la Chine joue toujours un rôle très important dans le processus de dénucléarisation de la péninsule coréenne. Cela correspond aux intérêts de tout le monde, comme le professeur Xu a bien dit. Bon. Alors, chaque fois, quand il y a des difficultés, la Chine essaye de ramener les belligérants autour de la table de négociation. Bon. Alors, la Chine continuera à jouer ce rôle. On pense qu'on va voir un peu plus largement, c'est toute la région de l'Asie du Nord-Est. C'est que bien sûr, qu'on y voit, il y a à certains moments donnés, la Chine, le Japon et la Corée du Sud ont avancé dans la signature d'un accord de libre-échange et bloqué un peu plutôt par la stratégie américaine. Et qu'on le sait aussi, c'est la Corée du Nord, pour le moment, je pense que ça constitue tout de même un des lieux qui, je pense, qui n'est pas totalement intégré dans ce processus. Alors, une solution pacifique avec l'accord, avec le garantie international, peut, je dirais, baisser ou éliminer l'obstacle. Et ça facilite à long terme l'intégration économique qui constitue tout de même l'Asie de l'Est un des moteurs de plus importants, de plus en plus dynamiques pour l'économie mondiale. C'est vrai qu'une Asie pacifique et intégrée, ça fournit vraiment des moteurs de croissance aussi pour l'économie mondiale. Mais parlons sur le plan général, on voit il y a le G20 qui est très important, qui s'est tenu à Osaka au Japon. Et cette année, on voit que les rumeurs de cette année, c'est la rencontre entre le président chinois et le président américain, et finalement ils se sont rencontrés. Mais qu'est-ce que vous pensez du résultat de cette rencontre? Pour l'instant, c'est encourageant. Alors, les deux chefs d'État se sont rencontrés déjà 2 fois après le déclenchement de ce petit conflit. Bon. Alors, la dernière fois, c'était aussi à l'occasion du G20 l'année dernière, en Argentine. Mais cette fois-ci, c'était au Japon. Bon. Mais alors, en Argentine, c'était aussi encourageant, mais... Voilà, c'est pour cette raison que j'aimerais bien rappeler qu'il faut toujours voir la suite des choses. Il faut toujours voir la suite des choses. Mais l'évolution de la situation, à mon avis, dépend uniquement des Américains. Dépend uniquement des Américains, puisque ce sont les États-Unis qui ont déclenché ce petit conflit. La Chine n'a nullement l'intention de polémiquer avec les États-Unis. C'est un partenaire important de la Chine. La Chine a réagi tout simplement chaque fois que les États-Unis
font un coup. Voilà, chaque fois, il y a une riposte de la part de la Chine. Bon. Mais la Chine est toujours prête à retourner au point zéro si les États-Unis font la même chose. Alors vous êtes aussi pour un signe encourageant ou pas? Monsieur Wu avait bien dit, on attend. Moi je dirais go and see. C'est qu'on l'a vu, les valses et le volte-face plusieurs reprises. Oui. De nouvelles maîtres, je dirais, de la Maison Blanche. Je pense que si on voit depuis 2 ans une certaine, je dirais, qu'on peut qualifier bras de fer, bras de force, c'est que nous, je dirais, nous donnons bien notre position et non pas fait de grandes concessions, disons, inutiles. Aujourd'hui, c'est que le bal est aux mains du président américain, premier. Et deuxièmement, c'était surtout, c'est que M. Trump a rencontré toute une série de difficultés à l'intérieur du pays. Et que cette politique envers la Chine, sanctions, surtaxes ou non, constitue aussi un test pour sa solidité du pouvoir. Bien sûr, nous, par exemple, nous souhaitons que finalement que les deux capitales ont, je dirais, suffisamment de sagesse, de longue vision de régler leurs différends. Mais à condition, bien sûr, que d'un côté, que personne n'utilise pas cette logique impérialiste d'imposition et de sanctions unilatérales. Je dirais que finalement, on peut penser par exemple à un dicton ou disons de Sun Tzu, mieux préparé, on évite le pire. Alors, parce qu'on n'a pas suffisamment de temps de tout voir, parce que même au G20, le président chinois a rencontré beaucoup d'autres dirigeants et parle beaucoup d'autres choses, les relations multilatérales, etc. Mais si on prend un regard sur l'ensemble de ces activités, surtout ces visites officielles à l'étranger, donc très brièvement, quels sont vos commentaires? Bon, alors la diplomatie chinoise est très active, et surtout à travers les déplacements du président chinois. Voilà. Donc lui-même, il est très actif. Alors, à mon avis, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, la Chine est la deuxième économie du monde. Donc déjà, sur le plan économique, voilà, la Chine a sa responsabilité. Depuis la crise financière de 2008, l'économie chinoise contribue chaque année en moyenne 30% à la croissance mondiale. Bon. Donc la Chine doit continuer à jouer ce rôle de moteur pour l'économie du monde qui aujourd'hui souffre encore des conséquences de la crise financière. Et sur le plan politique, bien sûr, comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, la Chine c'est l'un des membres permanents du Conseil de sécurité. La Chine a sa responsabilité politique aussi pour tous les dossiers de sécurité, de stratégie. La stabilité mondiale, c'est primordial. C'est pour ça que la Chine travaille énormément pour 2 objectifs principaux, la paix et le développement du monde. Moi, je dirais que c'est un peu l'évolution récente de la conjoncture, mais aussi de la situation géopolitique, géoéconomique, pousse la Chine sur le devant de la scène internationale, peut-être un peu anticipé. Et que cette fois-ci, qu'on ait bien joué, mais qu'on ne se satisfait pas seulement être le défenseur d'un certain principe, comme gouvernance mondiale, comme bilatérisme, mais à travers, disons, initiatives de la route de soi et d'autres, etc., on devient une sorte de bâtisseur plus actif dans le nouvel ordre mondial. C'est là que c'est le bâtisseur le plus actif qu'avant. Alors je vous remercie à tous les deux, merci pour vos analyses. Et je vous remercie d'avoir suivi notre discussion. À la prochaine.